long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, on avait envie de vous parler d'une équipe cette saison, une équipe dont vous avez peut-être pas trop entendu parler, une équipe un peu underground. C'est les champions en titre en fait. Les champions en titre, Oklahoma City Thunder, qui sont en train de rouler sur la ligue de manière un peu honteuse. Limite, t'as l'impression qu'ils pourraient faire ça en un quart temps de moins à chaque match et avoir les mêmes écarts. Shai Gilgeous-Alexander ferait les mêmes stats, ça changerait pas grand-chose à leur quotidien. Voilà, pourquoi se focus sur le Thunder ? Tout d'abord parce qu'effectivement, c'est clairement la meilleure équipe de la saison régulière à ce stade, en tout cas de l'année. Parce que leur meilleur joueur, le MVP en titre, alors je sais pas, on pourrait revenir. Est-ce qu'il a passé un cap ou est-ce qu'il est dans la continuité et que ça déjà c'est assez fantastique, on pourrait y revenir. Et aussi parce que forcément se pose la question, je commence en vous donnant leur bilan. Le Thunder qui n'a perdu qu'un seul match, ils sont à 23 victoires, une défaite face aux Portland Trail Blazers. Et forcément la question commence à se poser, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils doivent essayer d'aller chercher le record des 73 victoires signé par les Warriors? On va revenir sur tout ça. Je suis rejoint par Shai et Antoine que vous avez déjà retrouvé ce matin dans le CQFR. Comment ça va les gars ? Toujours en forme. Moi, je suis très content qu'on parle enfin de ce sujet-là, parce que c'est une équipe, évidemment tout le monde en parle parce que c'est le champion en titre, mais on va y venir. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si on réalise assez ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils potentiellement vont faire sur les années à venir. Donc ça me fait très plaisir qu'on parle de cette équipe-là. Alors, petite question un petit peu classique maintenant dans ces podcasts long format. Est-ce que vous êtes surpris finalement qu'aujourd'hui, donc on enregistre, on est le 8 décembre 2025, que le Thunder ait un tel bilan et surtout au-delà du bilan qui est indiscutable, moi c'est l'impression de domination qui me saute aux yeux. Est-ce que vous attendiez à ça après une saison longue et éprouvante, après des playoffs qui n'ont pas été si simples non plus pour le Thunder l'an dernier, 2 séries quand même qui sont soldées en 7 manches et qui auraient vraiment pu basculer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous êtes surpris de les retrouver dans une telle position aujourd'hui ? Moi quand même, oui. Quand même. Et que le Thunder, à la limite, termine premier de la saison régulière ou termine premier à l'Ouest, c'est un pari, évidemment, c'est même pas un pari à ce stade, c'est un pronostic évidemment plus que crédible avant même le coup d'envoi de la saison. Mais par contre, que le Thunder soit à 23-1, c'est pas nécessairement quelque chose auquel j'avais pensé, encore moins quand tu sais qu'il y a beaucoup d'absents, qu'il y a eu beaucoup d'absences et qu'il y a encore beaucoup d'absents, que le Thunder domine de cette façon. Alors voilà, que ça soit la meilleure équipe de la ligue, c'est quelque part logique, c'est le champion en titre. Que ce soit le premier, ça découle aussi de ça, mais d'une telle, avec autant de force, autant de domination, comme je le disais, moi je suis surpris. Moi, alors non, c'est pas pour faire genre. Non, dans un sens, parce que au sortir de la saison dernière, on avait déjà dit qu'ils avaient plein d'ingrédients pour répéter, que c'était une équipe qui était, à mon sens, pas forcément sujette à toutes les limitations qu'il y a pour les champions qui viennent d'être sacrés, parce que c'est une équipe très jeune, qui a été formée d'une certaine manière, qui est un peu différente, je trouve, des champions habituels et des équipes très ambitieuses. Donc non, et j'ai dit depuis le début de la saison aussi que après quelques matchs, en tout cas, après la confirmation qu'ils étaient bien lancés, que je les voyais même peut-être faire ce record dont on va parler un peu après. Et juste, oui, pour le tout début, l'absence de Jalen Williams pouvait laisser... on pouvait s'attendre à ce que ce soit peut-être un petit peu compliqué. Au final, même sans lui, ils ont remporté un paquet de matchs. Et il y a une forme de logique par rapport à la manière dont cette équipe est construite, dont elle veut jouer, dont son coach opère. Enfin, il y a plein de choses qui font sens avec cette équipe et qui font que ça roule. Donc non, je suis pas surpris et je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Ouais, moi je m'attendais effectivement aussi à ce qu'ils soient très bons, mais vu qu'ils sont déjà champions, je m'attendais à ce que finalement la saison régulière soit plus aussi importante que ça à leurs yeux et qu'ils soient simplement dans la lignée de ce qu'ils ont pu faire l'an dernier, mais que derrière l'objectif de toute façon soit tout de suite tellement concentré sur on veut gagner un deuxième titre de suite, donc on veut se préserver potentiellement ou on va pas mettre toute notre énergie. Quand je parle d'énergie, je parle pas simplement de l'énergie que tu déploies sur un terrain de basket en termes de volonté ou d'énergie athlétique, mais aussi dans la tête en fait. Tu vois, se dire bon non, il faut qu'on garde un petit peu il faut qu'on en garde sous le pied.
Et donc moi, je m'attendais pas forcément du tout à ce que le début de saison soit aussi soit à ce point stratosphérique. Et en même temps, en y réfléchissant, c'est ce que tu disais, Shai, je pense que c'est dans la continuité de la manière dont cette équipe est construite, coachée. Finalement, on voit se passer ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire que le plancher suivant, ça allait pas, le palier suivant à franchir, ça allait pas être forcément parce que Shai allait encore passer un cap énorme ou autre, mais que de toute façon, il y avait tellement de joueurs qui étaient encore en plein développement que naturellement, ils allaient continuer de progresser. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et on reviendra sur leur roster, mais c'est à l'image, par exemple, du début de saison que fait Chet Holmgren, en fait. Ou simplement, finalement, avec sa saison vierge, sa première saison où il n'avait pas joué du tout, il est encore tout simplement dans le développement de ce qu'il est capable de faire. Les choses qu'il faisait pas mal avant, il les fait mieux. Et il rajoute des nouvelles choses qui commencent à... Enfin, il rajoute des nouvelles choses à son jeu. Et dans cet ordre d'idée, je me pose la question de savoir si finalement le fait que Jalen Williams n'ait pas manqué le début de saison n'était pas ce qui pouvait arriver de mieux pour le développement de Chet Holmgren et aussi pour le développement de cette équipe, parce que finalement, c'était ça qui était le plus terrifiant pour le reste de la ligue, c'est de voir comment ils ont déroulé dès le premier match sans avoir leur deuxième meilleur joueur. Un joueur qui a été quand même, qui a été exceptionnel en playoff, mais qui même blessé a sorti des stats dingues. Donc c'est ça que je trouve fantastique, impressionnant et flippant peut-être pour le reste de la ligue. Je pense que l'ADN de développement, donc tu as évoqué là, c'est ce qui est essentiel dans l'identité de cette équipe-là. Et c'est ce qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui et que peut-être la suite va être, je leur souhaite aussi brillante que ce qu'on peut espérer pour eux. C'est que c'est une équipe qui est en développement perpétuel. En fait, c'était ça l'idée de base quand ils ont commencé à assembler ces pièces-là. C'est du développement constant et c'est ce qui les différencie aussi d'autres joueurs. Là, on parle de Shai, il a 27 ans. Jalen Williams, il est pas vieux. Chet Holmgren, il est aussi en développement. C'est que des joueurs... Shai, c'est un cas peut-être à part parce qu'on peut imaginer qu'il est pas trop loin du plafond, mais il a une telle constance dans l'excellence que au final, c'est pas un problème. Ils sont tous en développement. Des joueurs qui avaient moins d'opportunités sur les saisons précédentes, ils sont en développement, ils saisissent leur chance. C'est ce qui fait qu'ils continuent d'être très forts et qu'ils vont être encore peut-être plus forts par la suite. C'est ça je pense qui est important de noter. Et donc, ils ont besoin... Enfin, c'est même pas qu'ils ont besoin, parce que je crois pas qu'ils aient visé forcément un tel démarrage. Hein. Quand je disais tout à l'heure que ça me surprenait pas, j'aurais pas dit peut-être 23 sur 24, c'est quand même c'est impressionnant, mais je pense que ils sont en quête de cette continuité de développement et ça amène ces résultats-là aussi. Ils sont pas obsédés par l'idée d'un record encore, en tout cas pas maintenant. Ils sont juste obsédés par l'idée de progresser. C'est ce qui marque cette équipe depuis le début, je trouve. Je suis d'accord que l'absence de Jalen Williams, paradoxalement, genre est-ce qu'on aurait vu AJ Mitchell? Peut-être qu'on aurait fini par le voir à un moment ou un autre. Tu vois, l'an dernier, on l'a vu par séquence sur sa saison rookie. Et là, on voit bien d'ailleurs avec le retour de Jalen Williams qu'AJ Mitchell, il va finalement pas scorer il va pas mettre 20 points à chaque match et il est entre guillemets rentré dans le rang quand d'autres se révèlent, quand d'autres reviennent, mais c'est vrai que ça lui a donné des opportunités. On l'a vu, Marc Daigneault l'a vu. Il sait déjà que, ok, si à un moment, sur un match de play-off, je sais pas, Jalen Williams, il est gêné par des fautes, Shai, il est un petit peu blessé ou il doit se reposer sur le banc, je sais que je peux faire passer mon attaque par AJ Mitchell. Ça rejoint l'ADN de développement dont tu parles, Shai. C'est l'une des caractéristiques du Thunder depuis des années. Avant même ce groupe, avant même ce coach, en fait, depuis l'arrivée de Sam Presti en tant que GM, à l'époque même aux Sonics, mais derrière, lors du déménagement, que ce soit le développement de Kevin Durant, de tous les joueurs qui ont eu autour d'eux, il y a cette notion de faire progresser tous ceux qui passent à Oklahoma City. Et c'est vrai que là, les Isaiah Joe, les Aaron Wiggins, les AJ Mitchell, Cason Wallace, évidemment, Chet Holmgren, que tu citais, qui a toujours pas perdu un match cette saison. Chet Holmgren, il n'était pas là. Alors, Jalen Williams non plus, hein, mais il en a joué que 5. Mais Chet Holmgren, il est à 20-0 depuis le début de la saison. Mais tu sais, le choix parce que effectivement, ça a été un peu dans ce que veut faire Presti depuis le début, il y a cette idée-là, mais le choix de Marc Daigneault, il est fondamental parce que c'est pas forcément celui dont on parle le plus dans toute cette histoire-là, mais c'est un coach qui a été en développement lui-même en G-League et qui a récupéré certains des joueurs-là, il les a vus passer, certains des joueurs qu'ils ont utilisés par la suite. Même si là, il reste que Lugensdorf peut-être qui était avec Shai au début, mais il y a cette identité-là de coach aussi de développement. Il était spécialisé dans le player development et ça se ressent encore. Il continue de faire progresser les joueurs et ça a marqué aussi un tournant à son arrivée, je pense, même si ça a été toujours dans l'idée de Sam Presti. Ouais, on sent toujours, de toute façon, cet ADN, c'est pas un mystère, il vient directement des Spurs. Ils ont repris la méthode Spurs.
en se disant, ben, on a un GM, déjà, c'est Sam Presti, pour ceux qui peut-être ne le sauraient pas, mais vient des Spurs, c'est passé par les Spurs, donc ils sont allés chercher ce GM qu'ils ont gardé, et derrière, c'est une des franchises qui a le plus quand même enfin, qui fait partie de ces franchises où les choses sont stables, restent en place, et où justement, il n'y a pas cette idée de chercher des raccourcis à tout prix, en se disant, il faut qu'on s'arme, parce que conscience de faire partie, d'être un petit marché, donc de ne pas avoir le pouvoir d'attraction de certains gros marchés, de pouvoir se réinventer simplement en faisant signer des superstars par-ci par-là. Et derrière, c'est extrêmement bien bâti, extrêmement bien construit. Il n'y a pas ce sentiment d'urgence qu'on peut retrouver dans certaines villes qui te forcent parfois en raison de la pression populaire à accélérer la machine quand c'est pas le bon moment. Et ce qui est flippant avec cette équipe, c'est alors, est-ce qu'ils seront champions? On ne sait pas, hein, une saison c'est très long, des playoffs c'est très long, mais dans tous les cas, cette équipe, elle est construite et bâtie sur le terrain et en coulisses pour faire partie des contenders ou des prétendants pour au moins une décennie, j'ai l'impression. Là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir, je donne les stats de Shai Gilgeous-Alexander. Donc il joue 33 minutes par match, il est à presque 33 points de moyenne, à plus de 55% de réussite au tir, plus de 44% de réussite à 3 points, 4,7 rebonds, 6,4 passes, 1,7 balles perdues, mais il vole 1,4 ballons. Donc tu dis que de toute façon, les ballons qu'il perd, il les récupère en interception. Donc il a que du positif sur ce qu'il apporte quasiment offensivement. Et il est quoi? Au début de son prime, je pense, Shai. On n'est même pas certain. L'année dernière, il était MVP. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de se dire que c'était même pas forcément la meilleure saison que sa carrière lui réserve. Et derrière, quand on regarde l'âge de Jalen Williams, l'âge de Chet Holmgren, tu parlais de DJ Mitchell, Antoine, mais quand on regarde globalement l'âge de tous ces joueurs-là, pour tous, tu peux te dire de toute façon, le meilleur est à venir. Et le meilleur, il sera soit pour OKC, soit il sera peut-être autre part. Mais s'ils partent, l'une des qualités premières de Sam Presti, c'est un peu, tu sais, c'est le GM écolo par essence, Sam Presti. Il n'y a jamais de déchets, jamais de gâchis, tout est recyclé. Si un joueur s'il pense qu'un joueur ne trouvera pas sa place dans l'effectif, il arrive à le refourguer quelque part, autre part, mais toujours en récupérant en essai ailleurs. Il n'y a jamais une perte brute, en fait, avec Sam Presti. La seule, peut-être, est notable, peut-être qu'il a d'ailleurs suffisamment traumatisé pour que ça ne se reproduise pas, c'est James Harden. Mais depuis, je pense qu'il a quasiment fait un sans faute. Donc, cette année, ça va être très très fort, peut-être même historiquement fort, mais c'est parti pour des années et des années. Ouais, alors 10 ans, je sais pas, hein, une décennie, c'est long, même si j'ai bien compris l'idée que tu mets. Est-ce que Shai sera encore très 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 fort à 37 ans? Mais c'est pas impossible déjà, en fait. Je pense qu'il est durable. Même- On reste C'est dans le ça, terme je pense qu'il est dans le durable. lexique Je pense que de jusqu'à l'écologie et la 35, durabilité. je pense qu'effectivement, il peut être fort longtemps. Ouais. Il peut En être fait, fort très longtemps. Ce qui est Vas-y, fort, pardon, Théo. j'ai utilisé le terme décennie, je te laisse la parole, Antoine, parce que j'ai le sentiment que cette équipe, elle est même construite pour pouvoir être performante et forte, même une fois que soit Shai ne sera plus là ou que Shai ne sera plus du tout dans son prime. En fait, t'as l'impression que la relève est peut-être potentiellement, hein, parce que là, on ne sait pas à quel niveau pourront se hisser Chet Holmgren et Jalen Williams, mais il y a un scénario où tu te dis, mais de toute façon, en fait, le futur meilleur joueur de l'équipe, il est peut-être déjà dans l'équipe, en fait. Oui, oui, c'est vrai. En fait, si on parle de rester compétitif, oui, c'est vrai. Tu peux te dire que Jalen Williams, par exemple, dans 10 ans, sera encore un All-Star ou un joueur très fort. Après, on sait que pour être champion, il faut que ton numéro 1, ça soit quand même l'un des meilleurs Ah oui, numéro 1 de la oui, bien ligue. sûr. Et c'est pas dit que Jalen Williams soit un jour suffisamment fort pour être un numéro 1 parmi les meilleurs numéro 1 le jour où mais là, je chipote, j'avais bien compris ton idée et je suis d'accord dans le fond avec ton idée. C'est qu'à OKC, t'es dans la position pour faire ce qu'ont fait les Spurs, en fait. Tu as parlé tout à l'heure des Spurs. C'est les Spurs entre 97 et 2016, même 2018, c'est constamment au top. Et bah, peut-être que OKC, entre 2022, 2023, je me souviens plus, 2023 du coup, et 2043, peut-être, va savoir, cette équipe va rester d'une manière ou d'une autre parmi les sommets ou constamment en playoff, constamment performante. Et parce que même avec le nouveau CBA, qui finira par changer au passage, hein, les franchises en ont ras-le-bol le truc des aprons, là, ça va finir par sauter à un moment ou à un autre. Hein. Ça gonfle tous les propriétaires. Mais bref, même dans ce CBA actuel, le Thunder a tellement d'atouts. Et comme tu l'as dit, il y a le génie de Sam Presti, vous l'avez souligné. Il peut perdre des joueurs majeurs
role player majeur, parce que Holmgren, Williams, Shea, c'est acté, ça va rester à mon avis. Tu peux perdre des role players majeurs, il va trouver des gens pour les remplacer. Aujourd'hui, le Thunder pourrait perdre Lou Dort. Ouais. C'est presque pas grave, quoi. Tu sais, il y a Cason Wallace. Donc après, à un moment, tu perds Enfin, il y a toujours un autre qui vient derrière prendre le relais. Les deux joueurs qui sont concernés par le deuxième apron, là, donc tu l'as dit, c'est Lou Dort, qui a une option à 18 millions, je crois, et t'as Hartenstein à 28. Donc ça, ce sera un autre cas, parce qu'on sait qu'il est quand même important, Hartenstein aussi. Mais on y viendra après aussi. Ils ont tellement d'atouts pour rebondir de ça s'ils sont obligés de se séparer de joueurs de compléments importants que tout est permis. En fait, ils ont vraiment ce qu'il faut en termes de butin de draft, de joueurs à échanger éventuellement. Enfin, c'est là que c'est bien préparé, quoi. La preuve de cette profondeur, c'est que là, je revérifiais dans les stats, ils ont 9 joueurs qui sont à 8 points en plus. 9 joueurs à 8 points en plus, et ils ont 9 joueurs qui sont capables de jouer. Enfin, parmi ces joueurs-là, en fait, il n'y a pas de joueurs à faible calorie, en fait. Tous ces joueurs ont un apport d'une manière ou d'une autre. Et tu vois la longueur de banc, quand tu vois même les joueurs qui sont en dessous de ça, c'est-à-dire qu'un mec comme Alex Caruso, on l'a vu, qui a l'impact qu'il peut avoir notamment en play-off, là, en saison régulière, il joue moins de 20 minutes. Il a 5,7 points, mais tu sais que si tu en as besoin en play-off, c'est un joueur que tu peux activer, à qui tu peux donner plus de minutes. Donc par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure, Shai, sur le développement des joueurs, en fait, là, il y a une intelligence globale et collective. Il faut que les joueurs soient partants pour ça aussi. Faut qu'un mec comme Alex, faut que tu puisses être sûr qu'un mec comme Alex Caruso, il va accepter de bien moins jouer en saison régulière, en sachant qu'en play-off, au moment où ça comptera, on pourra faire appel à lui et qu'il répondra présent. Mais quand je déroule la liste des joueurs, même, tu vois, un mec comme Ousmane Dieng qui a montré là sur le début de saison, qui a pu montrer un petit peu, mettre le nez à la fenêtre, performer parfois, avoir un peu de minutes. C'est un joueur qui a quand même aussi des qualités. T'as l'impression qu'il n'y a aucun trou en fait dans cette équipe. Dieng, il peut totalement faire partie de ces joueurs qui suivent le schéma qu'on a vu l'année dernière avec d'autres mecs et être sur les prochaines saisons ce gars qui a plus de minutes et qui connaît déjà bien comment fonctionne, comment tourne la boutique et avoir un peu plus de temps de jeu. C'est le plan. Alors je suis peut-être un peu optimiste. Non, là, je suis obligé de vous arrêter. Je suis désolé en tant que fan d'Ousmane Dieng. Non, je pense pas. Là, c'est la fin de son contrat là. Malheureusement, Ousmane Dieng, c'est trop tard au OKC. Je le sais pas. J'allais dans ton sens en fait, Antoine. Ouais, je pense Ousmane Dieng, là, les quelques minutes où il se monte, c'est pour espérer qu'il y ait une autre franchise qui lui propose un contrat derrière. Il joue que dans du garbage time, Ousmane Dieng. Il joue pas, il est pas dans la rotation d'OKC. Et le problème, c'est que les mecs devant lui sont au final aussi jeunes, voire plus jeunes que lui. Donc, je pense pas qu'il y a un monde. Je suis désolé, j'ai mis ça de manière super affirmative. Ça me fait de la peine pour Ousmane Dieng. Ou pas d'ailleurs, il est champion NBA. Mais je pense que ça sera pas OKC. Ce que je voulais dire, c'était que dans ce roster, en fait, tu peux faire jouer Ousmane Dieng et c'est un joueur qui va avoir une plus-value, en fait. Même un joueur qui, justement, est barré par d'autres joueurs plus forts que lui dans la rotation. C'est pas un risque, en fait, quand tu le mets sur le terrain et que tu le fais jouer parce que tu as des blessés. C'est plus dans ce sens-là que je parlais d'Ousmane. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était mort, que c'était compliqué parce qu'il y avait trop de monde devant. Et là, je me demande juste si... Alors oui, contractuellement, c'est ce qui semble le plus logique, mais je suis pas encore certain de ça. J'attends de voir comment va se dérouler la saison, si éventuellement il peut peut-être continuer d'avoir ce temps de jeu-là, et si surtout ils vont pas se dire, lui, on aimerait bien le garder après et trouver le moyen de... Ça reste quelqu'un qui connaît comment ça se passe et que tu peux peut-être conserver par la suite, mais bon... il n'a pas de temps de jeu, hein. Il n'a pas de temps de jeu, Ousmane Dieng. Il a du temps de jeu que dans du garbage time quand l'équipe gagne de 30 points. Sinon, il est même pas dans la rotation, en fait, Ousmane Dieng. Mais finalement, ça arrive assez souvent qu'ils aient beaucoup d'avance, donc il y aura le garbage. Oui, et parce que là, il manque encore du monde. Après, bon, voilà, là, je passe pour un hater, alors que vraiment, c'est un joueur que j'adore. Mais moi, là, en fait, justement, en tant que fan d'Ousmane Dieng, tout ce que je veux, c'est qu'il soit ailleurs. Qu'il soit à Utah, qu'il soit à Brooklyn, qu'il soit dans une équipe où il peut vraiment avoir des minutes et des ballons parce que il va pas jouer en play-off. Il a pas joué l'an dernier. Je sais même pas s'il est rentré en play-off. Si, il a dû rentrer parce qu'il a sa bague de champion, mais tu vois ce que je veux dire. Et encore l'an prochain, il y aura peut-être un moment le retour de Nikola Topic. Ils ont peut-être 4 pics au prochain tour. Ousmane Dieng, je vois pas comment ils le gardent. Tu vois, il est en fin de contrat. Tu le pro-signes un mec. Pour le re-signer, ça veut dire que si soit
c'est au minimum. Si tu renonces à ce droit et que derrière, il n'y a personne qui le signe, et là, tu peux le signer au minimum. Mais sinon, tu vois, il commence à être vétéran. Enfin, moi, je vois pas comment Ousmane à OKC, ça s'inscrit dans. Au pire, il peut finir son expérience au OKC avec 2 bagues de champion. Et après, partir ailleurs, l'expérience aurait été réussie, quoi. Après, peut-être que je me trompe. J'ai été super affirmatif, mais sincèrement, je vois plus comment c'est possible à OKC. Ouais, j'allais y venir sur le. Tu as parlé de la draft, et peut-être on peut faire un point, parce que quand je parlais de décennie, c'est parce qu'en fait, le Thunder a en stock un nombre de choix de draft au premier tour sur les prochaines années qui est assez dingue. Antoine, je crois que tu as jeté un petit coup d'œil pour nous faire un point là-dessus. Ouais, alors c'est plus 17 comme c'était à une époque quand tu rajoutais les seconds tours et tout, mais par exemple, sur 2026, le Thunder va avoir son propre pick, qui sera évidemment pas très bien classé, mais peut aussi en avoir 3 autres. Sur ces 3 autres, il y aura très probablement celui des Clippers, parce qu'il y aura celui le mieux classé de ceux qui restent entre Houston et Los Angeles, donc ça sera probablement celui des Clippers. Donc en 2026, au premier tour, a priori, il y aura 2 picks pour... ah oui, pardon, je vous donne les protections des 2 autres. Il y a aussi Philadelphie, mais il est protégé entre 5 et 30, donc il faudrait que les Sixers piochent dans le... Non, ils auront... Ah, pardon. Ouais. Pour que les Sixers gardent leur pick, il faudrait que les Sixers piochent très haut. Donc, a priori, OKC aura le pick des Sixers. Si ça tombe entre 5 et 30, ça vient à OKC. Pour l'instant, les Sixers, c'est pas non plus une équipe qui est partie pour cartonner à l'Est. Ils vont peut-être aller en playoff, effectivement, mais tu peux te retrouver avec un 17e choix, un 18e choix, en plus du 30e parce que tu as été la meilleure équipe. Et puis, je sais pas, par exemple, le 8e des Clippers, et je fais même un scénario un peu optimiste pour les Clippers. Et là, tu as ces 3 pics-là, sachant qu'ils peuvent aussi avoir le pic du Jazz qui est là protégé sur 1-8. Donc, on peut penser quand même que le Jazz va réussir à piocher entre 1 et 8. Mais voilà, il y a un monde où le Jazz n'a pas de chance à la loterie, c'est le 9. Imaginons que les Clippers continuent à se foirer et piochent en 3. OKC peut avoir 3, 9, 17 et 30. C'est des pics que soit tu pioches, soit tu draftes, soit tu échanges. Ensuite, sur 2027, ils auront les 2 plus favorables entre le leur, celui de Denver et celui des Clippers à nouveau. Donc on peut passer 2027, si les Clippers, il n'y a pas d'amélioration. Il y a aussi celui des Sixers, s'il n'a toujours pas été amené auparavant par Philadelphie. On peut penser que ça sera le cas. Et il y a celui de San Antonio, si ça se trouve entre 17 et 30. Et je pense que l'an prochain, les Spurs vont piocher entre 17 et 30 parce qu'ils seront en playoff. Donc l'an prochain, OKC aura a priori son pic, celui des Clippers et celui des Spurs. Donc on est sur 3 ou 4 en 2026, 3 en 2027. En 2028, ils ont soit le leur, soit ils swappent avec Dallas. Super intéressant, ça, quand on voit dans quel état sont les Mavericks. Et en 2028, il n'y aura peut-être plus Anthony Davis. Et ils peuvent aussi avoir celui de Denver, s'il se trouve entre la 6e et la 30e position. Et il y a des fortes chances qu'il l'ait, parce que, bon, bref, je ne vais pas vous expliquer tous les trucs, mais il pourrait effectivement aussi avoir celui de Denver. En 2029, ils auront le leur. En 2030, ils auront le leur. Ensuite, 2031, 2032, ils auront le leur. Ça fait quand même un paquet de pics. C'est simple, il n'y a aucun de leurs pics qui appartient à une autre équipe. Et puis surtout, autant il y a des équipes dont on a l'impression qu'elles fonctionnent un peu, pas au pifomètre, mais que sur la qualité de leur choix est très très variable. Le Thunder travaille très très bien en matière de scouting, d'identification des joueurs qui fonctionnent le mieux dans leur effectif aussi. Oui, parce que c'est pas simplement qu'ils peuvent drafter qu'ils seront en position de drafter haut, relativement haut, c'est qu'en plus ils ont la capacité de choisir les bons joueurs. Là, quand on voit par exemple la manière dont les Kings ont à chaque fois tapé à côté, à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité ces dernières années, c'est effectivement, tu dis, c'est encore plus intéressant pour OKC. Pardon, je t'ai interrompu, Antoine. Non, j'allais dire, en plus je vous ai pas dit, mais ils ont 3 ou 4 seconds tours de draft à chaque fois pour chaque année. Pardon. Et puis ça sert très bien, on a vu, c'est une monnaie d'échange très appréciée dans certaines transactions. Il y a minimum 2-3 deuxième tours de draft à chaque fois maintenant. Ce qui est incroyable, c'est ce trade des Clippers, parce que pour le coup, le timing en fait avec lequel les Clippers, sur lequel sont les Clippers, il n'aurait pas pu mieux tomber pour OKC. C'est complètement fou en fait. Que ça soit pile cette année à ce moment-là que les Clippers marquent le coup, parce que quand même au moment du trade, tu pouvais partir, même si on pouvait pas être sûr que les Clippers seraient champions,
Mais tu pouvais imaginer qu'à ce stade, en fait, de Kawhi et de Paul George à l'époque, il serait encore suffisamment bon pour qu'il y ait quand même de la continuité. Même cette année, en début de saison, on ne s'attendait pas à ce que ça soit un naufrage comme ça. Et si c'est un naufrage comme ça cette année, ça sera peut-être un naufrage comme ça l'an prochain, parce que derrière, ça va pas être si simple pour les Clippers de se reconstruire à la va-vite. Et là, c'est ça, en fait, qui fait basculer qui fait pencher la balance à 100% du côté du Thunder. Bah, clairement, ouais, c'est fort. Le trade est fait en 2019, quoi. On est en 2026-2027. C'est le plus loin déjà qu'à l'époque. Enfin, tu peux pas aller plus loin en termes d'échange de pics. Et ils sont allés jusqu'au bout de la timeline en disant, bah ok, bah dans 7 ans, vous allez donner votre tour de draft. Et tu vois que 7 ans après, ça colle, quoi. Il y a beaucoup de réussites dans ce trade, hein, beaucoup de trucs qui n'étaient pas attendus. Et je vais pas, même si je trouve Sam Presti incroyable, il y a forcément des trucs qu'il n'a pas prévus. Je pense qu'il s'est juste dit, je vais leur tirer le maximum possible parce qu'ils sont désespérés vu que Kawhi réclame forcément Paul George, etc. Mais c'est plus autour. Il y a ce trade-là qui est incroyable parce qu'il leur donne des dividendes pendant des années, mais c'est tout le reste aussi autour, hein. Il n'y a pas que ça c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont bien travaillé vraiment autour sur plein d'aspects, que ce soit sur le choix des joueurs à la draft, ce qu'on a évoqué, sur le choix de certains trades. Là, voilà, le coup de Caruso-Guidi, ça a très très bien marché. Le choix d'entourer un moment Shea de Chris Paul, réussir à convaincre Chris Paul d'adhérer au projet, même sur une période courte. Il y a plein de trucs comme ça qui font que c'est un ensemble de très bonnes décisions et pas juste un gros coup de bol sur un trade qu'ils n'avaient pas prévu. Tu vois. Parce que je l'ai lu un peu aussi, c'est-à-dire, ah ouais, mais il a le cul bordé de nouilles, il se retrouve avec Shea qui devient un monstre, il se retrouve avec les Clippers qui n'auraient pas dû être aussi mauvais, mais bon, ça fait partie du métier. Mais toutes les décisions, l'ensemble, les risques aussi pris par Sam Presti depuis des années, même parfois ça n'a pas payé, parfois il a dû complètement changer son fusil d'épaule, bah, ça fait qu'au bout d'un moment ça fonctionne, quoi. Et en plus, tous ces pics, je veux dire, alors il y a ceux des Clippers, mais tous les autres, c'est des fois, le Thunder a été intelligent pendant sa reconstruction en acceptant des contrats que personne que personne ne voulait prendre et que les équipes avaient du mal à refourguer, mais toujours avec cette condition d'avoir un pic. Et les équipes n'ont pas été assez prévoyantes. Et voilà, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas que le pic des Clippers, tu vois, ils ont des pics des Nuggets, ils ont des pics des Rockets, ils ont des pics de Dallas, tu vois, le swap avec Dallas sur 2028, ils ont des pics. Il y a eu par le passé, je me souviens plus qui d'autres ils ont eu, mais ils en ont eu d'autres, même avant, là, dans ceux qui sont écoulés dans les joueurs draftés. Il n'y a pas tous des joueurs draftés avec leur pic. Donc, sur tout ça, en fait, Sam Presti, je te rejoins, il a été très malin, quoi. Mais ce qui est fort, c'est que c'est pas simplement qu'il est talentueux, en fait, c'est quelque chose qui est orchestré. Je me rappelle avoir lu il y a plusieurs années une interview de Sam Presti où il parlait un petit peu de l'organisation du Thunder et des profils qu'il recherchait, mais un peu partout. Et il y avait cette phrase qui m'était restée en tête. Il avait dit « Nous, on recherche des profils qui sont problem solution driven ». C'est-à-dire, on cherche des personnes qui ont une capacité à trouver des solutions. Et en gros, ce qu'il développait légèrement derrière, c'était de se dire, bon, bah, s'il y a des problèmes, il y a tout le temps des problèmes, en fait. On est dans le sport de haut niveau, il y a tout un tas d'imprévus qui arrivent en permanence. Nous, on cherche à s'entourer de personnes qui vont vite basculer sur le fait de quelle solution on trouve et pas simplement rester sur le fait de « Ah, c'est la galère, on a ce problème qu'on n'avait pas prévu, etc. » Et en fait, je trouve que la manière dont ils ont basculé au moment où Paul George décide de se barrer, ils ont basculé tellement vite, il y a eu aucun moment, t'as l'impression qu'il y a eu aucune perte de temps, en fait. Il n'y a pas eu le moment où on essaie de le convaincre de rester, Russell Westbrook fait un peu la tête, mais on lui dit « Mais non, t'inquiète pas, même si Paul George y part, on va trouver autre chose, t'es pas obligé de partir. » Non, direct, ils ont enchaîné sur ces deux trades, celui pour Russell Westbrook, qui lui aussi a été ultra payant quand on voit ce qu'a pu apporter Chris Paul sur la saison où il est venu au Thunder, et celui sur Paul George. Et ça, je pense que c'est pas simplement le talent de Sam Presti, c'est vraiment une philosophie de franchise où je pense que, tu vois, ils ont tout un tas de scénarios qui sont déjà en place, qui sont prêts à servir au cas où il y aurait telle ou telle situation qui se présente. Et en fait, c'est une franchise... Enfin, c'est pour ça, je pense aussi que peut-être les gens la trouvent ennuyeuse, parce que c'est ça qui m'étonne aussi. J'ai l'impression que cette équipe a une image d'équipe ennuyeuse. Moi, je la trouve pas du tout ennuyeuse à voir jouer. Il n'y a pas de drama. Jamais aucun problème qui surgit du côté de... À part peut-être les vidéos TikTok de Chet Holmgren qui fait des trucs pas possibles, il n'y a jamais aucun problème avec cette franchise. Elle est extrêmement bien gérée.
Et ça va aussi avec la personnalité des gens choisis. Enfin, c'est-à-dire que je reviens à Marc Daigneaut, que je trouve hyper intéressant à chaque fois quand je l'écoute parler avant, après les matchs. Enfin, il a une personnalité hyper équilibrée, qui a un bon dosage, je trouve, entre le gars qui arrive à motiver, qui arrive un peu à rentrer dans l'art, et en même temps quelqu'un de très qui inspire et qui transmet du calme. Tu prends la personnalité du franchise player, y a pas plus. Certains vont dire qu'il est lisse, Shea, mais moi je le trouve, il a plein de flegme, mais en même temps moi, je trouve pas inintéressant d'ailleurs quand il parle de basket. Il fuit un peu la lumière, il aime bien rester dans son cocon, mais c'est pas une personnalité qui va entraîner du drama et des choses comme ça. Il a pas un projet de vie ou de carrière qui est censé l'emmener. Il a jamais dit moi je suis un fan des Lakers depuis petit, je rêve de jouer à Los Angeles. Enfin, il y a rien qui va. C'est un mec qui était pas attendu là en fait. Donc il prend ce qui vient, il profite, il aime le cadre dans lequel il se trouve. C'est tout ça et la personnalité des autres joueurs autour aussi. Je pense à Jalen Williams qui me semble, chaque fois que je l'entends parler aussi, extrêmement équilibré. Alors, je reste toujours sur cette interview où il parle du danger des filles qui traînent dans les hôtels et que lui, il s'en prémunit, il fait très très attention et machin. Mais on a l'impression d'avoir une franchise avec des joueurs et des membres du staff et tout ça très équilibrés et très à la fois précautionneux et en même temps sûrs de ce qu'ils vont faire. Tu vois, c'est aussi pour ça que moi, le côté dynastique, il me semble pas mal et on peut rapprocher ça des Spurs qui avaient ces personnalités-là très qui peuvent sembler lisses. Duncan, toute sa carrière, tout le monde a dit qu'il était chiant et il y avait pas tant de fans des Spurs que ça à l'époque. Finalement, tout le monde presque espérait qu'ils perdent. Tu prends les Ginobili, Parker, c'est des mecs avec des personnalités, mais c'était pas l'équipe la plus funky à l'époque. C'était pas la plus aimée outre-Atlantique. Et nous, je pense qu'à l'échelle française, il y a eu un peu plus de fans des Spurs à cause de Parker. Et puis même, il y a un peu encore. J'ai l'impression que la dernière image, en plus d'une équipe forte des Spurs, c'est vraiment celle de 2014 où ça joue bien. Mais ça, c'est complètement oublié que pendant 10 ans, les Spurs, ils n'ont pas toujours bien joué en fait. Ils ont toujours trouvé la solution pour gagner. C'était pas toujours du beau jeu. Pas flashy, quoi, et c'était pas du jeu flashy, c'était pas du très beau basket par moment. Et les Spurs aux États-Unis n'ont pas été une équipe ultra kiffée. Donc je te rejoins sur la comparaison. Sur Shea d'ailleurs. En ouverture du podcast, Théo, tu parlais de est-ce qu'il passe un cap ou est-ce que c'est dans la continuité. C'est un mix des deux, mais il est plus fort cette saison que l'an dernier, quoi. Quelle constance. Mais c'est même plus. En fait, pour moi, c'est même au-delà de la. Enfin, il y a de la constance, t'as raison, et c'est même en fait au-delà, c'est il a haussé encore le cap en termes d'efficacité. Tu te dis que normalement, un joueur comme lui, qui se retrouve sans son deuxième sidekick, avec une équipe un peu diminuée, oui, il va par exemple hausser ses stats, mais normalement, l'efficacité va en prendre un coup, tu vois. Il va tourner même peut-être à 46%, ce qui est encore très bien, tu vois, mais il y a une espèce de descente parce qu'il prend plein de tirs. Et non, il est à 55% au tir et surtout, il est à 44% à 3 points en 5 tentatives par match. Je ne sais pas si c'est une vraie progression ou si c'est une période, parce que l'échantillon n'est pas assez large maintenant pour qu'on le sache, mais déjà, ça fait un moment qu'il progresse à 3 points. Et c'est lui, il est le deuxième plus adroit de la ligue sur les step back à 3 points. Si Shea, il a ça dans son arsenal... Automatique. Voilà, c'est ça. C'est si là, maintenant, ça fait vraiment partie constamment de son arsenal, qu'est-ce que tu veux faire ? Enfin, déjà, tu pouvais rien faire, mais là, c'est plus que qu'est-ce que tu veux faire. Il trouve encore mieux les positions qu'il préfère que l'année dernière. Il y a un coup, c'est un savant, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, je comprends qu'on puisse trouver le style pas ultra plaisant parce qu'il y a beaucoup de lancers francs, il provoque beaucoup de fautes. Mais à côté de ça, il y a tellement de, c'est intelligent. C'est facilité aussi par sa gestion, enfin le temps de jeu, la façon dont le Thunder gagne les matchs. Il n'est pas surchargé par les minutes. Et quand il faut accélérer, quand c'est des matchs plus serrés, on en a beaucoup parlé sur les CQFR du matin, parce que je dis à chaque fois, c'est soit il y a déjà 30 points d'écart et il peut faire la sieste dans le 4e, soit il y a moins de 10 points et puis il lui file la balle et il trouve les solutions et il est ultra clutch. Donc c'est parfait, il n'a pas l'air d'être épuisé, c'est pas un joueur qui pour le moment, et je touche du bois pour lui, est sujet à des blessures problématiques. C'est en ça qu'il y a un côté qui semble inévitable et je leur souhaite qu'il n'y ait pas de l'impondérable d'une énorme blessure gravissime qui peut toujours arriver, mais tout ce qu'il y a autour de Shea, là aussi, c'est extrêmement encourageant pour la suite. Moi, je suis hyper étonné par l'image qui a l'air d'être celle de Shea, où je comprends pas. En fait, je le glissais tout à l'heure là sur les gens qui trouvent cette équipe ennuyeuse à regarder. J'ai l'impression que Shea a cette image-là, et c'est très marrant de voir là-dessus. Tu sais, je pense que les gens se rendent pas compte à son poste le type de saison qu'il est en train de réaliser cette année, mais déjà l'an dernier en fait. Pour un deuxième arrière, quand tu vois
je sais pas comment le formuler, mais des joueurs historiques qui sont devenus des mythes aujourd'hui, des joueurs à l'ancienne, qui sont indéboulonnables, les gens ne se rendent pas compte que ce que Shea est en train de faire, la plupart de ces joueurs s'en sont même jamais approchés en termes d'efficacité. C'est monstrueux en fait. Et je vous rejoins tous les deux là sur cette capacité à être dans la maîtrise, à pouvoir se créer le shoot qu'il veut quand il veut, et sur ces spots où il est quasiment inarrêtable. Moi, je comprends le truc, tu sais, du marchand de lancer franc là, je le comprends pas du tout en fait. Je le Il n'en comprends. tire pas plus que James Harden à une époque où c'est Exactement. toutes les superstars de cette ligue en fait. Et pas de la même manière. J'ai envie de dire, pas de la même. Il les génère pas non plus de la même manière. Parce qu'il y a quand même eu un changement des règles. Enfin, du moins, il y a des coups de sifflet qui étaient donnés à l'époque de James Harden ou même à l'époque du début de Trae Young qui sont plus tout à fait donnés de la même manière aujourd'hui. C'est-à-dire que piéger le défenseur, c'est le premier talent d'un grand attaquant. C'est d'ailleurs dans l'autobiographie de Jerry West, il le mettait parmi les premiers points en fait. Les grands joueurs, les grands joueurs trouvent toujours le moyen d'aller sur la ligne des lancers francs. En gros, ça veut dire qu'ils trouvent le moyen de trouver la faille dans la défense adverse et de trouver le tir le plus sûr. Le plus sûr. Et ça, c'est un talent, en fait. C'est un talent. Et alors, que ça soit chiant de voir quelqu'un tirer des lancers francs, oui, je peux le comprendre quand on est... je peux le comprendre, mais je suis étonné qu'on ne mesure pas à quel point c'est un talent. Jordan avait cette capacité à aller sur la ligne des lancers francs quand il le fallait. Kobe avait cette capacité à le faire. Dwayne Wade avait cette capacité à le faire. Alors peut-être que leur jeu était plus aérien, donc dans ce cas-là qu'on parle d'esthétique, mais qu'on ne parle pas de niveau de jeu en fait. Je pense que c'est ça, sauf que moi ça me fait plaisir que... Parce que ce qui est impressionnant, c'est sa fluidité athlétique, la technique, son footwork, c'est magnifique à voir. En fait, quand il y a des caméras isolées sur Shea, des gros plans, moi je trouve ça. Alors je suis peut-être partisan parce que c'est un joueur que j'aime bien depuis longtemps, mais je trouve que c'est beau en fait. Et je suis content que ce soit un joueur qui claque pas des dunks monstrueux. En tout cas, son jeu n'est pas dépendant de ce qu'il serait capable de faire dans les airs, de son explosivité. Il y a de l'explosivité, il y a des qualités athlétiques importantes, mais il n'est pas dépendant de ça. C'est vraiment la fluidité, la maîtrise technique que je trouve extraordinaire chez lui. Et du coup, s'il n'est pas dépendant d'une explosivité qui peut parfois faire défaut à un moment de la carrière d'un mec, c'est pour ça que la durabilité dont on parlait tout à l'heure, à mon avis, elle est vraiment présente. Et sa confiance dans son tir, dans ses positions, je ne l'imagine pas disparaître comme ça. Et plus le mental, je trouve qu'il est très équilibré. Il transmet beaucoup de calme. C'est pas un mec qui va gueuler sur les arbitres. Alors, j'ai l'impression qu'on parle vraiment que de choses positives et peut-être que des gens qui l'aiment moins vont nous trouver des arguments pour nous dire qu'il est peut-être moins fort que ce qu'on l'imagine ou qu'il est favorisé par un collectif, par des décisions arbitrales j'en sais rien. Mais je trouve comme on le dit souvent, peut-être qu'on dort encore un peu sur le niveau qu'il est en train sur l'enchaînement des saisons qu'il est en train de faire, sur l'efficacité. Sur le fait que ce soit un défenseur plus que correct. Alors, il n'a plus besoin d'être... à un moment, moi, on l'envisageait presque comme un spécialiste défensif quand il était à Los Angeles, où il faisait vraiment beaucoup de travail de ce côté-là, mais c'est un défenseur plus que correct et un attaquant d'une efficacité terrifiante. C'est un joueur incroyable. Et peut-être que c'est un mec qui sera plus réhabilité après en fonction de son palmarès et plutôt que sur l'instant, je sais pas. Après, je pense qu'il est apprécié. C'est juste, il y a différents, en fait, il y a différents fans. Par exemple, auprès des jeunes fans, chez Gilgeous-Alexander, c'est quand même un de leurs joueurs favoris avec les Anthony Edwards et les Ja Morant, quoi. Je me demande ça justement, vu qu'il fait pas trop de vagues. Oui, c'est un des mecs qui vend le plus de maillots en NBA. C'est pas non plus, je veux dire, je pense pas que ce soit un mal aimé, mais c'est vrai qu'auprès d'un public... auprès d'une partie des fans de basket, il a un peu tout ce que vous avez décrit. Après, moi, je te rejoins, Shai, sur la durabilité, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est un mec qui va être fort très longtemps, quoi. Et il y a beaucoup de Kobe en lui. Maintenant, ça recommence à venir à la mode. Les vidéos highlights, on compare Kobe et Shai. Il y a beaucoup de Kobe en lui, mais non, il est impressionnant à avoir joué. Moi, j'ai changé d'avis sur un truc. Je me souviens d'un mec qui nous avait interpellé plusieurs fois en commentaire parce que je disais que je trouvais que Luka Doncic n'était pas moins fort que chez Gilgeous-Alexander. Alors là, cette année, quand même, malgré le fait que Luka est extraordinaire, je reconnais que Shea, il est peut-être quand même au-dessus. Tu vois. C'est une position que je n'étais pas prêt à prendre. L'efficacité de Shea est telle que...
Après, ça tout devient dépend de quoi on difficile. parle, quoi. Tout dépend de si on parle Ouais, du génie, du côté extraordinaire de choses qu'ils sont capables de faire. Mais en tout cas, c'est une telle valeur sûre. En fait, il n'y a pas ouais, de, ça. il y a pas de problème physique, il n'y a pas de problème de. Il se disperse pas. Si on va purement dans la comparaison avec Luka, hein, il va pas se disperser sur les à côté du match avec les arbitres. En fait, il n'y a pas d'ombre au tableau avec Shea, tu vois. On aurait pu dire à un moment, bah ouais, à 3 points, alors qu'on est à une ère où on tire à 3 points, c'est pas trop son truc. Bah, quand il faut marquer à 3 points, il va marquer à 3 points. Et puis Ouais, tout il le en met, reste, il ouais. le maîtrise. Pour moi, alors c'est pas pour dire il est plus fort au basket que Luka Doncic ou un tel, mais par contre, c'est la plus grosse valeur sûre de toute la ligue, je trouve, maintenant. En fait, je trouvais qu'il faisait pas forcément. Tu vois, par exemple, à quel point Shea il rend les autres meilleurs, il rend les autres meilleurs. Comme tous les, tu sais, les vrais meilleurs joueurs de cette ligue, de toute façon, ils rendent les autres meilleurs. Genre Yanis aussi, il rend les autres meilleurs. Mais Shea, il va pas avoir le rayonnement d'un Nikola Jokic. Et je dirais qu'il a pas non plus celui de Luka Doncic. Mais il est tellement fort lui-même individuellement que c'est arrivé au stade où je me dis non, il est juste trop fort, tu vois. C'est parfait la manière dont tu as précisé ça parce que j'allais partir dans cette direction, Antoine. C'est effectivement, je trouve que son rayonnement est plus diffus en fait. C'est-à-dire qu'un joueur qui est un role player qui joue à côté de Shea, il va profiter du fait que Shea soit très bon et qu'il fasse le bon choix et que la défense doive se focaliser sur lui. Alors que finalement, un Luka Doncic, il va inventer un tir pour un mec qui aurait jamais eu le tir en fait s'il avait joué avec un autre joueur. C'est pas pour, je dis pas ça pour dire que Luka est à coup sûr plus fort que Shea, mais c'est que leur manière finalement de rendre D'être un fort et collectif différent, meilleur ouais. sont différentes en fait. Tu vois, je pense que c'est ça qui fait la différence. Enfin, c'est là-dessus peut-être que j'aurais mis le doigt. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est marrant parce que tu dis il y a du Kobe en lui. Moi, je vais revenir sur la comparaison avec les Spurs. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de Duncan en lui, dans le flegme et aussi dans la capacité à pouvoir laisser d'autres joueurs s'exprimer et prendre leur place dans un collectif. Et c'est là où, tout à l'heure, quand on disait une décennie ou pas, là, tels qu'ils sont bâtis, et quand tu vois la personnalité des joueurs, du moins ce qu'on en perçoit, même, attention, Antoine, il a failli se blesser en direct. Il y a un accoudoir qui est complètement parti en vrille, mais Il a failli Faute être de Samu direct. Faute de lancer franc pour Antoine De Pimet. lancer franc, exactement. Ce que j'ai sur Shea, c'est que je vois vraiment un scénario où le moment où il commence à baisser de volume ou d'efficacité, justement, où il laisse de la place à potentiellement un Jalen Williams ou un Chet Holmgren, comme Tim Duncan l'a fait avec Tony Parker, l'a fait avec Manu Ginobili, et l'a fait même à la fin avec Kawhi Leonard. Et ça, c'est assez intéressant parce que, allez, je fais une petite digression sur Tim Duncan, mais pendant longtemps, on s'est dit, la Mamba mentality, c'est quelque chose qui a vraiment un impact clair sur les joueurs. Quand on regarde tous les meilleurs, les derniers MVP notamment, et quand on regarde leur positionnement, leur manière de laisser d'autres joueurs prendre de la place, j'ai l'impression que finalement, ils ont plus hérité peut-être dans leur capacité à s'illustrer dans un collectif de la Tim Duncan mentality que de la Mamba mentality. Quand tu vois Nikola Jokic qui est tourné vers le collectif, quand on voit même finalement Yanis qui on avait parlé de la manière dont ça avait été très important pour lui, le challenge que lui avait donné Kobe et qui s'est tiré vers le haut. Tous ces joueurs-là, ou même un Stephen Curry, ou quelque part, dès qu'ils ont vu, j'ai le sentiment que dès qu'ils ont identifié un joueur dans leur équipe qui pouvait performer, et même on pourrait parler de Jordan Poole à l'époque de la saison où ils sont champions, les Warriors, ça a absolument posé aucun problème d'ego à tous ces joueurs-là qui ont laissé de la place à d'autres joueurs pour rayonner. Et je pense que Shea, il est vraiment là-dedans. Ouais, je suis d'accord. Donc, on parlait de cette saison incroyable. On va revenir. Donc, question qui est comment dire, qui est peu clivante. Est-ce que c'était il y a deux phases dans cette question en fait. Est-ce que le Thunder a la capacité d'aller chercher le record des 73 victoires des Warriors? Et est-ce que le Thunder doit en faire un objectif ou en a fait un objectif? On en avait parlé un petit peu, je ne sais plus si c'était dans un CQFR ou si c'était en aparté tous les trois. Je vais commencer peut-être avec toi, Antoine, parce que je pense que tu me corriges, mais que tu étais sans doute celui qui était le plus véhément peut-être dans le fait de dire non, le Thunder ne doit pas faire de ça un objectif. Ouais, j'allais te dire, est-ce que s'ils ont la capacité, pour moi, c'est évident que oui. Je vais noter un petit bémol quand même, qu'on n'a jamais souligné quand on parle du Thunder, c'est que pour l'instant, ils ont un calendrier plutôt facile, voire très facile. Ils ont joué les Rockets en ouverture et ils avaient gagné en prolongation.
Derrière, ils ont, bien sûr, dans le lot, dans les 24 matchs, il y a quand même quelques bonnes équipes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes faibles. Ils ont eu un calendrier qui n'est pas le plus compliqué de la ligue. Et alors, 23-1 dans tous les cas, c'est extraordinaire. Mais c'est quand même un petit bémol, une petite nuance que je trouve on n'a encore jamais souligné, que j'ai très C'est peu vrai. vu et qui est quand même importante, c'est de se dire ils ont joué beaucoup d'équipes faibles. Après, il y a un truc aussi qui n'est pas de leur ressort, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes de l'Ouest qui n'étaient pas censées être faibles. Les Clippers, les Mavs, tout ça, c'était pas des équipes qui étaient censées être faibles. Donc, est-ce que tu les considères vraiment comme des équipes faibles au moment où tu te dis, OK, le Thunder a battu les Clippers, les Mavs et tout le tralala, ils ont battu les Warriors sans Curry, tu vois. Il y a eu des petites circonstances. Maintenant, ça change. Est-ce qu'ils ont la capacité? Pour moi, oui, c'est évident. Est-ce qu'ils doivent le faire? Je suis partagé au final, tu vois. Je suis partagé. Parce que si tu peux t'inscrire dans l'histoire en gagnant 74 matchs, c'est quand même dingue. Et tu vois, bien sûr, c'est les grandes phrases à la Jordan, à la Pippen, ouais, 73 wins, 72 wins sans la bague, c'est rien. Bien sûr. Au final, je me souviens quand même de cette équipe qui a gagné 73 matchs des Warriors, hein. Elle est quand même légendaire pour moi. Ils ont peut-être pas gagné la finale, mais et quelle finale qu'ils perdent d'ailleurs, quel playoff, même la finale justement contre OKC, la finale de conf à l'Ouest, mais ça reste quand même une équipe absolument légendaire pour moi, ces Warriors de 2016. Et vu que de toute façon, ils ont gagné des titres avant et qu'ils en ont gagné après, les Warriors, ils vont rentrer dans l'histoire quoi qu'il arrive. Donc, Et surtout, est-ce que c'est de la faute de la série? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été les meilleurs qu'ils ont perdu derrière? Je crois pas. Tu vois. ouais, en plus, t'as Je raison. crois En pas. plus, est-ce que c'est pour ça qu'ils perdent nécessairement derrière? Il y a un autre, il y a autre chose, je pense. Pas forcément. Je pense qu'il y a, il y a la suspension de Draymond Green. Il y a après, il y a forcément une forme de fatigue, mais il y a eu, ouais, je sais pas, il y a eu un petit craquage mental, mais t'as raison. Est-ce que finalement ils perdent cette finale vraiment juste parce qu'ils en ont gagné 73 matchs et pas 70? Comme toi, Shai. Donc, est-ce qu'ils doivent le faire? Je dirais que si vraiment. Je dirais qu'il faudrait qu'il y ait. Voilà, ma réponse, pardon, ça serait qu'il faut repousser le plus tard possible le moment où tu dois vraiment te poser la question. C'est-à-dire que pour l'instant, juste jouer. Et si à un moment, tu es effectivement à 54 et qu'il reste 30 matchs, et que c'est 30 matchs où tu te dis, OK, là, il faut vraiment absolument pas qu'on perde plus de 4 matchs, là, pourquoi pas. Mais dans l'idée, je suis pas non plus en mode ils doivent absolument pas le faire, quoi. Moi, Shai. je dirais oui et oui. Enfin, oui, évidemment, ils ont la capacité de le faire. On parle d'une équipe qui a, même statistiquement, l'une des meilleures défenses déjà de l'histoire avec ce qu'ils ont fait l'année dernière. Une équipe ultra efficace qui est pas fréquemment au complet pour l'instant, mais qui, peut-être à un moment, si tout se passe bien, aura tout le monde en cours de saison et sera encore plus redoutable. Donc la capacité, évidemment. Et moi, en fait, je vais parler personnellement, j'ai envie qu'ils le fassent parce que, comme l'a dit Antoine, si tu as l'occasion de marquer l'histoire, faut le faire. Et je pense surtout que ce ne sera pas forcément au détriment de leur capacité à être bons en play-off derrière. Ils ont déjà cette envie et ce besoin de montrer mieux que la saison dernière en play-off. Ils l'ont dit tous en début de saison, je me souviens de Caruso, de Shea aussi. Ils ont dit on veut montrer qu'on est meilleur, qu'on vaut mieux que ce qu'on a fait en play-off. Parce que ils veulent pas qu'on leur dise bah oui, vous avez joué les Pacers que personne n'attendait et qui se sont retrouvés sans Haliburton qui s'est flingué le tendon d'Achille, des équipes de l'Ouest qui ont craqué. Ils veulent pas que ce soit une parenthèse où ils ont saisi une opportunité. Donc ils veulent faire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire être indiscutables en saison régulière et je pense être un peu plus indiscutable que la saison dernière en play-off parce que l'an dernier, ils ont eu des difficultés. Ils ont gagné 2 séries, dont la finale en 7 matchs. D'ailleurs, c'est ça, 2 séries sur l'ensemble. Ils ont été en difficulté. Hein. Les Pacers ont mené. Et je pense donc que l'objectif d'être meilleur, il était là dans tous les cas. Et je pense que c'est pas incompatible avec la quête d'un titre. Si, évidemment, il faut que les planètes s'alignent un peu. C'est-à-dire que pas de blessure majeure, qui continue de pouvoir relativement ménager Shea parce que c'est quand même le pion le plus important. Et si tout continue comme ça, il n'y a pour moi aucune raison qu'ils n'en soient pas capables. Même si le calendrier, tu as raison de le souligner Antoine, hein, mais je les crois capables de battre aussi les autres équipes qui vont se présenter. N'importe qui, ouais. Voilà, les autres équipes aussi, elles auront des blessés. Les autres équipes aussi auront parfois besoin de se demander si c'est pas le bon soir pour reposer quelqu'un parce que de toute façon, il y a moins de chances de gagner que si tu joues les Wizards ou le Jazz. Donc, moi, je l'entrevois vraiment. J'ai ça en tête un peu depuis le début de la saison, depuis le démarrage très réussi. Il y a un parfum d'une saison historique et qui, je pense, pourrait se terminer aussi par un titre, évidemment, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est aussi
depuis. Alors, il y a les Celtics qui me semblaient pas trop mal partis là, il y a 2 ans pour faire le back-to-back, mais enfin, il y a 2 ans, non, c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils avaient gagné sur celle d'avant. Oui, pardon, c'est plus récent que ce que je me disais. C'est une des équipes récentes qui est le mieux armée, je trouve, pour faire un back-to-back. Donc, il y a tellement d'atouts et d'ingrédients pour réussir à la fois, une saison vraiment historique, quoi, back-to-back, plus éventuellement le record. Ouais, comme pour la série de victoires, enfin pour la saison régulière, comme vous, je pense que c'est une équipe qui en a les moyens. Et je te rejoins sur la temporalité, Antoine. Je pense pas que ça soit dans leur tête aujourd'hui, du moins officiellement, qu'ils en parlent. Je pense pas qu'ils en parlent aujourd'hui. Par contre, effectivement, il y a un moment dans la saison où si tu es suffisamment bien parti, où ça va venir sur le tapis. Et ce qui est intéressant avec cette notion-là, c'est que je pense que ça peut pas être un objectif de club, de franchise. Ça peut même pas être un objectif de coaching staff. C'est-à-dire que ça marche que si les joueurs le veulent, en fait. Et s'ils le veulent, si en tant que groupe, les joueurs du vestiaire, ceux qui sont sur le terrain, le veulent, je pense qu'en tant que coaching staff et en tant que franchise, tu peux pas te mettre en travers. Tu peux pas dire à des compétiteurs qui veulent prouver qu'ils sont la meilleure équipe de tous les temps ou l'une des meilleures de tous les temps. Tu peux pas te mettre en travers de leur chemin parce que de toute façon, je pense que c'est vecteur de progrès et de performance pour des matchs qui auront un autre degré d'importance en play-off. Parce que ça veut dire que les matchs où, je sais pas moi, c'est le mois de mars et t'as un joueur qui est un peu blessé et tu te retrouves coincé dans un match un peu bourbier, je sais pas, à Chicago, j'invente un scénario un peu. Tu vois, t'es à Chicago, il fait froid, Chicago était sur une série de défaites, là il y a un petit peu d'engouement, ça marche et tout. Si tes joueurs arrivent à sortir de ces situations-là pour aller chercher les victoires, ça te prépare mentalement à des joutes de play-off qui peuvent être compliquées. Et donc ce qui va être intéressant à suivre là-dedans, c'est que je pense que ça sera vraiment une question de joueurs, une question de vestiaire. Et limite, en tant qu'équipe, en tant que coaching staff, en tant que franchise, en tant que coaching staff, pardon, si ton groupe il est en capacité de se poser cette question et d'y répondre par lui-même, t'as fait ton job en fait. T'as juste à les accompagner, bien entendu, sans sacrifier le plus important. C'est-à-dire que je pense qu'ils seront très prudents s'il y a un pépin, une blessure un petit peu inquiétante sur le moyen terme pour Shai ou un des joueurs majeurs, ils prendront pas de risque. Mais derrière, mettre les joueurs en capacité de finalement aller chercher ce qu'ils veulent aller chercher, parce que pour les Warriors, on se rappelle des discussions autour de, il n'y avait pas que Draymond Green, de ouais mais si on avait joué les Bulls, ouais mais les Bulls de 96 auraient pas pu défendre sur Steph et sur Clay, on les aurait explosés. Derrière, il y a un côté hyper positif, je trouve, en tant que, comment dire, c'est cette notion d'orgueil qui parfois est un écueil dans le sport de haut niveau comme dans la vie de tous les jours. Dans ces situations-là, c'est un vrai moteur en fait. C'est ce que on en parlait encore dans le Hoop Culture de dimanche avec Pierre Armand. Et il avait imaginé tout un tas de scénarios de multivers dans lesquels il fallait imaginer un petit peu des scénarios alternatifs. Pour ce qui est, à un moment, il parlait du All-Star Game et moi ça reste mon point de vue, c'est que le All-Star Game, ça pourra pas devenir intéressant tant que les joueurs n'auront pas vraiment l'envie eux de gagner et de prouver qu'ils peuvent faire des choses. Et là, c'est un petit peu le même scénario et ça va être hyper intéressant parce que ça en dira long aussi sur les ressources de cette équipe, si jamais elle est en capacité de le faire, et sur le tempérament, parce qu'on parlait de l'image un peu lisse, qui est celui de cette franchise. Je pense qu'on se trompe d'une certaine manière. Je pense pas que Shai, ça soit un mec lisse. Un gars comme Chet Holmgren, ce qui nous avait plu tous les trois tôt, en fait, dans ce qu'on a pu voir de lui en NBA, c'est le côté... Enfin, c'est l'expression qu'on avait utilisée tous les trois. Il a du fuck you en lui, que quand il joue Victor Wembanyama, par exemple, il a pas envie de faire juste de la figuration. Et je pense qu'ils sont plus nombreux qu'on ne croit dans cette équipe. On pourrait parler de Caruso, même de Jalen Williams. En fait, ils ont beaucoup de joueurs avec un tempérament un peu lymphatique. Chet Holmgren est peut-être le plus démonstratif. Holmgren et Caruso sont peut-être les plus démonstratifs de toute l'équipe, en fait, sur ces aspects-là. Et ça va être passionnant à suivre. Parce que j'arrive plus à me rappeler déjà, pour les Warriors, à quel moment on s'est dit que c'était un scénario jouable, en fait. À quel moment de la saison, je veux dire. Ils ont commencé sur 24-0, en fait. Ils ont commencé sur 24-0. C'était au même stade, en fait, qu'on commençait à imaginer ces scénarios-là, alors. Ouais, là, en cours de saison, il y aura forcément une discussion. Là, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont imperméables à ces discussions-là qui existent déjà. Quand tu écoutes les podcasts US, il suffit qu'eux, ils écoutent les émissions un peu. J'ai pas l'impression qu'ils soient très connectés à tout ce qui se dit à droite et à gauche. C'est l'impression que j'avais l'année dernière. En tout cas, Shai m'a pas l'air, par exemple, dès qu'il sort de la salle d'entraînement ou des matchs,
il a l'air d'être très très désireux de juste rester en famille et pas de se mater les matchs des adversaires ou les débats avec Stephen A. Smith et compagnie. Donc ça déjà, le fait s'ils arrivent à être imperméables aux discussions, ce sera un pas important. Et après, entre eux, je suis d'accord, ils arriveront peut-être à se dire à un moment, bah les gars, on est quand même pas très loin, ce serait pas mal d'y arriver. Faut savoir qu'OKC, c'est aussi une franchise qui a toujours un peu étouffé les journalistes. Pas toujours, Ouais. ça date de l'époque Kevin Durant, et que du coup, pour tous les matchs à domicile, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, quoi. C'est pas les accès les plus simples, donc quand le match est terminé, effectivement, il peut rentrer chez lui et être tranquille. Et les journalistes du Oklahoma ou de Athletic qui sont vraiment qui suivent le Thunder au quotidien, quand ils vont aux entraînements, ils savent un peu ce qu'ils peuvent demander, pas demander. C'est plus quand ils vont jouer peut-être un peu à l'extérieur que la question va revenir souvent, mais bon. Je suis d'accord avec vous, ça va montrer leur tempérament, ça va être intéressant. Et après, tu as posé une question intéressante, Chat, et sur le back-to-back. Est-ce que c'est l'équipe qui est la mieux armée pour faire le back-to-back depuis longtemps ? J'ai l'impression, moi, ce qui me gêne avec cette question, c'est que je vous ai déjà entendu en parler pour les Nuggets, en disant le noyau dur est jeune, ils vont pouvoir le faire. Pour les Celtics, le noyau dur est jeune, ils vont pouvoir le faire. Alors là, par contre, pour le coup, le noyau dur, il est encore plus jeune, tu vois. Il est encore plus jeune et effectivement, ils ont du jus. Mais tu vois, on a vu que toutes les équipes derrière, tu as quand même souvent une grosse blessure ou un truc qui se passe. Alors, je le souhaite absolument pas pour OKC, et j'espère vraiment pas. J'espère qu'on pourra avoir des équipes au complet. Mais il y a toujours ce truc où on néglige, ou c'est pas qu'on néglige en fait, c'est qu'on peut pas estimer correctement la violence, je vais même utiliser le mot violence, la violence physique de ce que ça représente, et physique et nerveuse de ce que ça représente une saison NBA quand tu vas jusqu'au bout. Après voilà, c'est des joueurs, pour le coup, eux, ils ont le noyau dur encore plus jeune. J'espère que ça tiendra le choc, mais il y a toujours un moment où tu te tends à accuser le coup. Et d'ailleurs, c'est pas que le champion. Si on regarde sur les dernières années, le finaliste non plus, il retourne pas en finale il va même pas en finale de conf après, quoi. Oui, cette année, c'est Les sûr. Mavs notamment. Les Mavs notamment pour des raisons apparemment stratégiques. C'est la fatigue aussi, mais celle du front office, par contre. Ouais, mais c'est vrai, tu vois. Genre, si on reprend, c'est simple, le dernier champion qui est allé en finale l'année d'après, c'est Golden State. Et il y avait Kevin Durant dans l'effectif. Mais je pense que, là, moi, je te rejoins, je pense qu'OKC est quand même l'équipe la mieux armée de toutes ces dernières années, de par son niveau de jeu, de par son âge, de par son tempérament, de par aussi, quelque part, même le niveau de la concurrence, moins élevé que ce qu'on pouvait attendre, même s'il est quand même très élevé en tête de l'Ouest. Sur tout ça, ouais, beaucoup d'équipes, exactement. Je me dis que sur tout ça, c'est peut-être effectivement l'équipe qui est la mieux armée pour faire le doublé depuis les Warriors. Ouais, je pense en tout cas que c'est, au-delà d'être la plus jeune équipe à avoir été championne, c'est quand même celle qui est la plus profonde, notamment quand on cite, tu compares avec Denver ou avec Boston, c'est quand même la plus profonde, parce que même Denver n'était pas l'équipe la plus profonde quand ils ont été champions. Ils ont laissé partir des joueurs qui n'étaient pas irremplaçables. Bruce Brown, c'est pas irremplaçable. Mais au bout du compte, vu les blessures qu'ils ont connues par la suite et le retard un petit peu, parce que finalement ça commence à payer pour Peyton Watson aujourd'hui, mais on imaginait peut-être un développement plus rapide de Peyton Watson notamment. Effectivement, ils se sont retrouvés trop démunis, et c'est une équipe qui avait été aussi coincée par le CBA, ce que OKC a bien mieux suggéré, aussi parce que finalement ils n'étaient pas forts à ce point-là au moment où les décisions importantes se passaient. Donc pour toutes ces raisons-là, comme Shai, je pense que c'est certainement l'équipe la mieux armée, en tout cas pour essayer d'aller chercher un back-to-back. Ouais. Et ce qui est un peu, enfin c'est pas fou, mais je sais, pour en parler avec des gens qui suivent un peu, mais pas au quotidien de manière ultra suivie. Pour plein de gens, je pense que le supporting cast semble banal en fait. Les joueurs, quand ils voient sur des feuilles de match Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Jay Mitchell, enfin des joueurs comme ça, ou même des rookies, là, ils font jouer Barnizer. Enfin, pour des gens, des gens qui suivent vraiment de loin et qui sont plus grand public, je dis pas ça de manière péjorative, on peut pas tout suivre de manière hyper intense. Ils se disent pas forcément qu'ils sont super armés. Or, ces role-players-là, ils sont fondamentaux, et je veux dire, Wiggins, maintenant, c'est peut-être le meilleur des deux Wiggins en NBA. Hein. J'exagère à peine parce qu'il est d'une efficacité impressionnante dans ce contexte-là, en tout cas. Je veux rien enlever à ce pauvre. En fait, Shai et moi, on n'arrête pas d'envoyer des missiles à Andrew Wiggins depuis le début de la saison, alors qu'il fait une très très bonne saison. Oui, saison. je le soutiens.
Mais quand on voyait Aaron Wiggins sur les feuilles de match, ça envoyait pas du rêve à la base, c'est ça que je veux dire. Isaiah Joe, est-ce que ces joueurs-là, après on peut se poser la question, est-ce que ces joueurs-là, s'ils étaient ailleurs, dans un autre contexte, ils seraient aussi forts? C'est toujours la question pour des role-players qui marchent bien. Hartenstein, bref, leur supporting cast, je le redis, et ce que je dis tout à l'heure, il est sous-estimé. Kayson Wallace, on l'a évoqué ce matin, Antoine, encore, meilleur défenseur de la conférence Ouest sur le mois écoulé. Je pense qu'il y a plein de gens qui justement suivent pas au quotidien, qui savent pas qui c'est, et qui se disent que c'est un joueur un peu lambda, sauf que c'est un excellent défenseur, qui est en plus pas un attaquant catastrophique. Ils ont tellement, voilà, je reviens à ce que tu disais Théo tout à l'heure, ils sont extrêmement bien armés, extrêmement bien coachés, et j'ai une vision peut-être un peu angélique, on va dire, de leur équipe, mais je vois très très peu de défauts et de catastrophes potentielles, parce que l'année dernière, ils ont eu cette pression le stress a été là. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas ultra dominé toute leur série, alors qu'on disait déjà que c'était l'équipe peut-être la mieux armée, la plus profonde et tout ça. Maintenant qu'il y a cette pression qui n'existe plus parce qu'ils ont décroché le titre, je les sens difficiles à arrêter, honnêtement. Bah, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, il nous reste encore une bonne partie, la majeure partie de la saison à jouer. Ça va être en tout cas passionnant de suivre tout ça. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que... Déjà, est-ce que c'est une équipe qui vous fait kiffer? Parce que c'est vrai que moi, c'est toujours quelque chose, j'ai du mal à identifier au bout du compte pour le Thunder. C'est une équipe, moi, que j'aime beaucoup, pas simplement depuis l'an dernier, mais on en parlait souvent dans les CQFR quand ils étaient en train d'émerger. À partir du moment où ils ont commencé vraiment à trouver une direction, que je trouve vraiment super à voir jouer. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous pensez qu'ils peuvent ou qu'ils doivent aller chercher ce record des 73 victoires. Et nous, de toute façon, on sera là pour débriefer toute leur saison, comme toujours, tous les matins dans le CQFR, comme vous le savez. On va vous laisser là. Je vous redis le petit message que je vous avais donné samedi en intro du CQFR du samedi. Si vous cherchez des idées de cadeaux, que ce soit pour vous ou pour des amis, de la famille, ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre boutique sur basketsession.com. Vous y trouverez les MOOC, vous y trouverez aussi nos livres, vous y trouverez la lithographie de notre anthologie. En fait, c'est la lithographie anniversaire, c'est les couvertures de 20 ans de Rivers, donc toutes nos couvertures du premier numéro avec Mustapha Sonko jusqu'au MOOC numéro 16 Miami, nos livres inclus, tout ça réuni sur une même affiche. Voilà, vous trouverez ça sur Basket Session. Nous, de toute façon, on vous donne rendez-vous, à demain. Passez une bonne fin de journée. Ciao. Ciao, ciao. Is out there, and it's either play or get played.